Le fils de ma sœur a craché dans mon assiette pendant le dîner et a lancé. Papa dit que tu le mérites. Tout le monde a éclaté de rire. Je me suis levé. Sans un mot et je suis parti. Ce soir-là, maman m'a envoyé un message, ne nous recontactez plus jamais. Mon frère a simplement répondu par un emoji. Pouce levé. J'ai répliqué, compris. Le virement automatique pour le crédit de la maison s'arrête demain. À 23h42, la discussion de groupe a explosé. J'ai failli renverser la table, j'ai rarement eu autant envie de faire un scandale de toute ma vie. Ce n'était pas seulement le crachat, même si voir Lucas se pencher, ancrer ses yeux dans les miens et cracher délibérément un gros glavio dans ma purée de pommes de terre était déjà assez répugnant. C'était ce qu'il a dit ensuite qui m'a retourné le cœur, papa dit que tu le mérites. Je me suis levé, ma chaise a grincé sur le parquet. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression de quitter mon propre corps. Qu'il ait 10 ans ou non, ce gamin savait exactement ce qu'il faisait et ce que ces mots signifiaient. Et la façon dont il l'a dit, fier, fort, comme s'il s'agissait d'une blague familiale dont j'étais la seule exclue, m'a donné envie de hurler des vérités qui auraient réduit en cendres chaque lien dans cette pièce. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis rassise lourdement. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. Camille a levé les yeux juste assez longtemps pour m'adresser un sourire narquois avant de se replonger dans son téléphone. Alex continuait de mâcher. Visiblement indifférent. Ma mère, en face, n'a même pas scié. Elle a continué à couper son rôti comme si de rien n'était, comme si un crachat dans une assiette était une chose banale un mardi soir. Puis Camille a ri aux éclats. Lucas a suivi, riant comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue. Alex s'est essuyé la bouche en marmonnant quelque chose sur le sacré Lucas. Les lèvres de ma mère se sont à peine étirées en un sourire. Personne n'a dit que c'était mal, personne ne m'a demandé si ça allait. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'étais pas vraiment en colère contre Lucas, j'étais en colère contre eux. Pour l'avoir créé, pour l'avoir façonné à leur image et pour s'attendre à ce que je continue de venir ici comme si tout était normal. Comme si j'étais l'idiote de service qui restait silencieuse pendant qu'il m'utilisait comme un distributeur de billets doublé d'un punching ball émotionnel. Je me suis relevé, calmement cette fois. J'ai pris mon sac, j'ai laissé mes chaussures près de la porte, je suis sorti sans dire un mot, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré à mon appartement pieds nus. Une fois chez moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. J'ai juste allumé la bouilloire et je me suis assise là, en silence, à réfléchir. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur. Et je me suis connecté à mon espace bancaire. Mon nom était lié au compte du prêt immobilier de maman. Je comblais les découverts et payais les échéances manquantes depuis 1 an et demi, discrètement, par virement automatique chaque mois. Camille avait toujours supposé que je m'en sortais bien et me culpabilisait pour que je paye des choses qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Alex m'avait emprunté de l'argent que je savais ne jamais revoir. Et d'une certaine manière, même s'ils avaient reçu plus de soutien, plus de compliments et plus d'amour en grandissant, c'était moi qu'on attendait au tournant pour faire des sacrifices. À 21h12, mon téléphone a vibré. Maman, ne nous recontactez plus. Jamais. Aucune explication, aucun contexte, juste ça. J'ai fixé le message. Pendant 1 minute entière. Puis j'ai répondu, compris. Le virement automatique du crédit s'arrête demain. J'ai regardé la discussion devenir silencieuse. Puis, à 23h42, ça a explosé. D'abord, Camille, de quoi tu parles? Puis Alex. C'est une blague, j'espère? Puis maman, ne sois pas mesquine, Léa. Suivi d'un autre message d'elle, tu fais ton intéressante. Puis encore Camille.
tu vas vraiment mettre ta propre mère à la porte? Ensuite, Lucas a envoyé un emoji qui rit, puis un qui pleure, puis un pouce vers le bas. Et enfin Alex. Pouce vers le haut. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. À 7h30 le lendemain matin, on a frappé à ma porte. C'était Chloé, ma cousine. Elle tenait un café dans une main et un sac de viennoiserie dans l'autre. Elle n'a pas attendu d'invitation, elle est entrée, a posé les croissants sur le comptoir et a souri. Il était temps, a-t-elle dit. Je n'ai rien dit, j'ai juste versé 2 tasses de café et je me suis assise en face d'elle. Elle avait raison, j'aurais dû faire ça il y a des années. Chloé n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle m'a juste tendu mon café en répétant « Il était temps ». Nous sommes restés à ma table de cuisine pendant que les croissants refroidissaient entre nous. Pendant un moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a ouvert son ordinateur, m'a regardé et a dit « Bon, c'est l'heure du grand ménage ». Elle le pensait au sens propre comme au sens financier. Pendant que je jetais les souvenirs de ma famille, la veste que Camille avait oubliée ici il y a 6 mois, la manette de Nintendo cassée de Lucas que j'étais apparemment censé réparer, Chloé épluchait mes comptes bancaires, mes dossiers de prêt et la liste des prélèvements automatiques que je n'avais pas touchés depuis des lustres. Tu payais leurs factures comme une comptable à plein temps, a-t-elle dit. Pas étonnant qu'il te traite comme une employée. Il y en avait plus que dans mes souvenirs. Mon nom était encore attaché à l'abonnement internet de maman, aux frais de dentiste de Camille Dill. Il y a 2 ans, et même au compte familial Disney+. Je payais encore pour le compte Netflix que seul Lucas utilisait. Chaque lien a été coupé. Le prêt auto de Camille était plus délicat, j'avais signé en tant que caution solidaire il y a des années quand elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'aide juste pour 6 mois pour obtenir l'accord de la banque. Elle n'avait jamais renégocié le prêt. N'en avait jamais reparlé. J'ai appelé l'organisme de crédit pour entamer les démarches de désolidarisation. Cela prendrait quelques semaines, mais ce serait fait. Chloé m'a regardé, tu réalises l'ampleur de ce que tu viens de faire? J'ai hoché la tête, mais je ne le ressentais pas encore vraiment. Je me sentais juste plus légère, pas forcément joyeuse, juste moins écrasée. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer l'espace que j'avais récupéré dans ma vie. Un espace réel. Je ne vérifiais plus mon compte frénétiquement. Je ne recevais plus de SMS passifs-agressifs pour de l'argent, des courses ou pour savoir si je pouvais emmener Lucas à son rendez-vous la semaine suivante. J'avais le silence. Un silence froid, encore inhabituel, mais je l'aimais. Je me suis acheté un nouveau matelas, j'ai changé de coupe de cheveux, je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi soir avec Chloé. C'était bizarre de faire quelque chose juste parce que j'en avais envie, mais j'apprenais. Le groupe WhatsApp restait mort. Pas un seul message. J'ai attendu, mais rien n'est venu jusqu'à 2 semaines et demie plus tard, quand Camille a envoyé un unique SMS, tu es une personne horrible. Lucas a pleuré quand il a appris qu'il ne pouvait pas aller en classe verte. J'espère que tu es fier de toi. Pas de bonjour, pas d'explication, aucune remise en question. Je n'ai pas répondu. Elle a enchaîné avec un message vocal de 48 secondes, criant principalement des choses sur la loyauté et la famille. Sa voix s'est brisée quand elle a évoqué Lucas, puis ça s'est coupé au milieu d'une phrase. Je ne l'ai pas écouté 2 fois. Chloé m'a dit de la bloquer. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient, à quoi ressemblerait leur désespoir. Une fois que leur sentiment d'impunité serait épuisé. Quelques jours plus tard, Chloé m'a envoyé une capture d'écran d'un post Facebook de Camille. C'était une
Cagnotte en ligne intitulée Aider Lucas à traverser une année difficile. La photo montrait Lucas souriant avec son sac d'école. La description était floue. Parlant de cantines impayées, de frais médicaux soudains et de la façon dont certains membres de la famille avaient choisi de tourner le dos. Il y avait un seul don, 10 € de notre mère. Cette partie-là m'a piqué. Chloé me l'a envoyé sans commentaire. Je l'ai juste fixé. Je n'ai pas donné. Je n'ai pas demandé quels étaient les frais médicaux. Je n'ai pas partagé le poste, mais quelque chose a bougé en moi. Je ne me sentais pas coupable, j'étais en alerte. Camille ne m'avait jamais mentionné que Lucas était malade. Et maintenant, elle mendiait auprès d'inconnus pour une sortie scolaire. Il y avait autre chose. Chloé a remarqué que je fixais l'écran et a dit « Tu ne leur dois rien, tu sais ». J'ai hoché la tête, mais je continuais de penser au mot médical, parce que si quelque chose était vraiment arrivé à Lucas, il ne l'admettrait jamais, pas avant d'être à court d'options. Une autre semaine de silence est passée, et pour une fois, je ne l'ai pas passé à attendre leur prochain coup. J'étais occupé. J'avais mon cours de poterie, j'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque du centre-ville, et j'ai enfin commencé à dormir des nuits complètes, d'un sommeil profond et ininterrompu. Plus de réveil à 2 heures du matin pour vérifier si Camille m'avait envoyé un message demandant un petit service. Je commençais à croire qu'ils étaient peut-être vraiment sortis de ma vie pour de bon, mais ça ne dure jamais, n'est-ce pas? C'était un jeudi. Je venais de sortir de mon cours et je marchais vers ma voiture avec un latte vanille quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, pas de message vocal. Je n'ai pas répondu. Pas même une minute après, un message est apparu. C'était Camille. Je sais que tu me détestes. Tu as tous les droits. Mais Lucas est malade. C'est sérieux. Il doit être opéré. On a perdu notre mutuelle il y a un moment et on ne peut pas couvrir les frais. S'il te plaît. Je ne demande pas. Pour moi. Ne dis pas à maman que je t'ai écrit, elle est déjà au bout du rouleau. Je demande juste de l'aide pour lui. Je suis resté là, sur le parking, appuyé contre ma portière, à relire le message en boucle. Mon premier réflexe a été de l'effacer et de rentrer chez moi. Elle n'avait même pas dit pour quelle opération c'était. Elle n'avait pas dit « je suis désolé ». Elle avait juste foncé, supposant que je serais toujours là pour éponger l'heure. Bêtise. J'ai montré le message à Chloé ce soir-là. Tu vas l'aider, n'est-ce pas? Je n'ai rien dit. Elle connaissait déjà la réponse. Ce n'était pas pour Camille. C'était pour le gamin. Malgré toutes les choses affreuses qu'il m'avait faites et dites, il avait 10 ans. Il n'était que le reflet de ceux qui l'avaient élevé et qui lui avaient laissé croire que cracher dans l'assiette des gens était drôle. J'ai rouvert mes comptes. J'avais réussi à économiser un peu. Depuis que je leur avais coupé les vivres. Pas beaucoup, mais assez. J'ai fait mes calculs et je me suis posé une question, est-ce que ne pas aider Lucas m'empêcherait de dormir? J'ai répondu à Camille, je paierai 40%. Ni plus, ni moins. L'argent va directement à la clinique, pas à toi. Elle n'a pas répondu tout de suite. 3 heures ont passé. J'étais déjà au lit quand elle a enfin réagi, tu es sérieuse? Puis, merci. Je le pense vraiment. Merci. Le lendemain matin, j'ai appelé la clinique mentionnée. J'ai demandé le service de facturation. Je ne leur ai pas dit qui j'étais au début, j'ai juste demandé la procédure pour contribuer aux frais d'opération d'un patient. Lucas était bien sur le planning, et oui, un acompte était nécessaire la semaine suivante pour confirmer l'intervention. J'ai payé exactement 40%. J'ai reçu le reçu, j'ai raccroché. 3 heures plus tard,
mon téléphone a sonné. Le nom de maman s'est affiché. Je n'ai pas décroché. Elle a laissé un message, j'ai appris ce que tu as fait pour Lucas. Je voulais juste. Je voulais te dire. Merci. Je crois que je me suis trompé sur pas mal de choses. C'était tout. Pas d'excuses formelles, mais c'était proche. Le plus proche que je n'obtiendrai sans doute jamais. Je n'ai pas rappelé, pas encore. Les jours suivants ont été calmes à nouveau, mais pas de cette manière froide et punitive d'avant. C'était comme si quelque chose s'apaisait. Le samedi après-midi, j'ai trouvé un colis sur mon paillasson. Pas d'adresse d'expédition, juste mon nom. Écrit proprement au marqueur noir. À l'intérieur, une boîte en carton remplie. De vieux albums photos, des vrais, pas des tirages numériques. Des photos un peu jaunies sur les bords. Je les ai feuilletées lentement, assise en tailleur par terre. Des photos de moi à l'école primaire, des matins de Noël, mon premier vélo, mon 7e anniversaire. Camille était sur presque toutes les photos. Nous avions l'air heureuses. Nous avions l'air d'être des étrangères. Coincées. Entre deux albums, il y avait une feuille de papier quadrillé pliée, écrite à la main, tu ne méritais pas la façon dont on t'a traité. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Je suis désolé. Pas de signature, mais j'ai reconnu. L'écriture, un mélange de celle de maman et de Camille. Je suis resté là. Fixer ce mot pendant longtemps. Je ne savais pas ce que j'étais censé ressentir. Du soulagement? De la validation? De la paix? Ce n'était rien de tout ça, mais c'était quelque chose, un début. Pendant un moment, je n'ai pas touché à la boîte de photos. Je l'ai glissée sur l'étagère du placard de l'entrée. Le mot est resté plié dans un livre que je ne lisais plus. Je n'étais pas prête à replonger dans les vieux souvenirs ou les excuses inachevées, pas tant que je ne savais pas si tout cela était réel. 2 semaines ont passé sans un mot. Et juste au moment où je commençais à croire que l'histoire s'arrêtait. Là, j'ai reçu un message de ma mère, dîner dimanche, juste nous deux. S'il te plaît, viens. Chloé était immédiatement méfiante, elle cuisine ou elle te prépare une embuscade. Je n'en savais rien, mais j'y suis allé. Non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de voir par moi-même si quelque chose avait vraiment changé. Je n'ai prévenu Chloé qu'une fois garée devant la maison. Elle a menacé de débarquer pour me sauver si je ne lui envoyais pas un message toutes les heures. C'était calme quand je suis arrivé. La lumière de l'entrée était allumée, aucun cri à l'intérieur, pas de télé qui hurle. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle m'avait oublié, jusqu'à ce que je sente une odeur que je n'avais pas sentie depuis des années, une tarte aux pommes maison. Je suis entré et elle était là, dans la cuisine, son tablier. Sur elle, les yeux rouges. Quelque chose brûlait, pas la tarte, autre chose. J'ai suivi l'odeur et j'ai vu un verre à vin brisé près de l'évier. Des éclats. Partout sur le sol. Sa main était enveloppée dans un torchon déjà taché de sang. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, disant qu'elle l'avait fait tomber plus tôt. J'ai nettoyé pour elle, j'ai rincé la coupure et bandé sa main. On n'a pas beaucoup parlé sur le moment. Elle s'est enfin assise à la table. Pendant que je finissais de servir. Du rôti, des haricots verts, rien d'extraordinaire, mais familier. Pendant le repas, elle n'a rien dit sur Camille, rien sur Lucas, même pas sur l'argent. Elle m'a juste posé une question. Est-ce que tu es heureuse? Ça m'a touché plus fort que prévu. Je lui ai dit que oui, et c'était la première fois que je le disais sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le croie. Je payais mes factures, je dormais la nuit, je me réveillais sans angoisse. C'était assez. Puis elle m'a dit quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre, je n'ai pas été juste avec toi.
Je te voyais. Comme quelqu'un qui pouvait tout encaisser. Alors, je t'ai tout donné à porter. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle est juste restée là avec ça. Main bandée et son assiette à moitié vide, paraissant plus petite que dans mes souvenirs. On ne s'est pas serré dans les bras. Je n'ai pas traîné. Quand elle m'a demandé si je voulais voir Lucas, j'ai dit non. C'était la première fois que je lui disais non sans me préparer à une explosion. Elle a juste hoché la tête. Pas de colère, pas de culpabilisation. Je suis parti avant le dessert. 3 jours plus tard, Camille m'a écrit, il veut te voir. Il t'a écrit quelque chose. Je sais que tu ne nous dois rien, mais je fais des efforts. J'ai ignoré le message. 2 jours après, un colis est arrivé chez moi. Pas d'adresse de retour, juste mon nom et une écriture que j'ai reconnue. À l'intérieur, une feuille de papier quadrillée avec un dessin au crayon, Lucas et moi sur un banc de parc. Je ressemblais à une pomme de terre avec des cheveux, mais c'était clairement moi. En dessous, en grosses lettres maladroites, pardon d'avoir été méchant. Merci de m'avoir aidé à ne pas mourir. Je t'aime, Lucas. Je suis resté assise par terre un long moment avec ce papier entre les mains. C'était ridicule, mais c'était parfait. Ce soir-là, j'ai écrit un petit moé. Je l'ai posté, merci pour ton dessin. Je suis contente que tu ailles mieux. Pas d'émoji, pas de promesses, juste la vérité. 3 jours plus tard, on a frappé à ma porte. C'était Camille. Je ne l'avais pas vue en personne depuis la nuit où Lucas avait craché dans mon assiette. Elle avait l'air métamorphosée. Pas de maquillage, les cheveux en queue de cheval lâche. Elle ne portait plus les bottes de créateur dont elle aimait tant se vanter. Et pour la première fois depuis des années, ses mains étaient vides, à l'exception d'une chose, son alliance. Je n'ai rien dit, j'ai juste ouvert la porte et j'ai attendu. Elle a tenu la bague entre ses doigts, je vais la vendre. J'aurais dû le faire a longtemps. Je dois arrêter de faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Elle a dégluti avec peine, puis m'a regardé, avant de faire ça. J'avais juste besoin de le dire. Je suis désolé, Léa. Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour Lucas, pour chaque fois où j'ai laissé maman faire pareil. Je n'ai pas répondu tout de suite, je n'en avais pas besoin. Puis elle a ajouté, par la maman. Elle pense à vendre la maison pour s'installer plus près de chez toi. Elle dit qu'elle veut repartir de zéro. J'ai écarquillé les yeux. Ça ne faisait pas du tout partie du plan, d'aucune version de l'histoire que j'avais imaginée. Elle a fouillé dans sa poche et m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, un chèque. Ce n'était pas la totalité de ce que j'avais payé pendant des années, mais c'était déjà beaucoup. Un montant à 4 chiffres, de quoi me couper le souffle. C'est de la part de nous deux, a-t-elle dit, puis elle a tourné les talons et est retournée vers sa voiture où Lucas attendait sur le siège arrière, me regardant silencieusement. Il m'a fait un signe de la main, je lui ai répondu de la même manière. Je suis resté sur le pas de la porte longtemps après leur départ. Le signe de main de Lucas restait gravé dans ma tête. Ce n'était pas théâtral, juste un petit mouvement sincère. Comme s'il comprenait quelque chose maintenant qu'il ignorait auparavant. Peut-être que c'était le cas. Ou peut-être que c'était juste un enfant essayant de recommencer à zéro de la seule façon qu'il connaissait. Je suis rentré et j'ai fixé le chèque. Ce n'était pas une fortune comparée à tout ce que j'avais couvert pour eux, mais ce n'était pas rien non plus. C'était assez pour dire on s'en souvient, assez pour dire on sait ce qu'on t'a pris. Je l'ai laissé sur le comptoir et je ne l'ai plus touché de la soirée. Chloé est arrivée 1 heure plus tard. Elle n'a pas attendu d'explication, elle a jeté ses clés dans le
vide-poche, a enlevé ses chaussures et m'a tendu une bouteille de vin comme si la conversation avait déjà commencé. Tu as la tête de quelqu'un qui vient de recevoir une demande en mariage de son ex, a-t-elle lancé en ouvrant le congélateur. Il n'y a plus de pizza surgelée, j'ai ri. C'était la première fois que je riais depuis des jours. On a parlé, pas seulement de Camille ou de ma mère, mais de moi, des choses que je voulais faire. Chloé m'a dit qu'il y avait un poste vacant dans son cabinet, un job administratif avec des horaires flexibles et de vrais avantages. Je n'ai même pas hésité avant de dire que j'allais y réfléchir. Avant, mon cerveau aurait immédiatement listé toutes les façons dont m'occuper de quelqu'un d'autre m'en empêcherait. Mais il n'y avait plus personne d'autre, juste moi. Et cette idée ne me faisait plus peur. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé un autre message avec une photo, une petite maison de plein pied avec une peinture un peu écaillée, une boîte aux lettres de travers et une balançoire dans le jardin. Je pense acheter ça. A-t-elle écrit, c'est à 10 minutes de chez toi. Ça m'a surprise. Ce n'était pas une pression, c'était une possibilité, comme si elle disait, je veux être proche, mais je ne demande rien. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste fixé l'image, une petite maison un peu cabossée qui semblait attendre qu'on s'occupe d'elle. D'une certaine manière, elle me faisait penser à ma mère. 2 jours après ça, en rentrant de mon cours de poterie, j'ai vu une enveloppe glisser sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre, juste mon prénom écrit au crayon de papier, un peu de travers. À l'intérieur, une carte avec des oursons. En dessin, le genre de carte qu'on achète dans une station-service quand on est pressé. À l'intérieur, avec une écriture d'enfant, salut Léa. Je me sens mieux maintenant. Maman dit que je peux venir te voir si tu veux. Je suis désolé d'avoir été méchant. J'espère que tu aimes ton travail et ta nouvelle coupe de cheveux. Je t'aime, Lucas. Je suis resté figé. Je n'avais parlé à personne du boulot ou de mes cheveux. Je n'avais rien posté sur les réseaux sociaux. Cela signifiait que Camille lui en avait parlé. Cela signifiait qu'elle parlait de moi, pas avec amertume ou moquerie, mais comme de quelqu'un qu'il valait la peine de connaître, de respecter. C'était étrange. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ri, je me suis juste assise à ma table de cuisine en fixant la carte. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé l'offre d'emploi que Chloé m'avait envoyée. J'ai rempli le formulaire et j'ai cliqué sur Envoyer. Puis j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai écrit une courte réponse à Lucas sur son adresse mail de l'école, pas à Camille, salut Lucas. Merci pour ta carte. Je suis contente que tu ailles mieux. Je réfléchis encore pour les visites, mais j'aimerais bien t'écrire de temps en temps. Ça me va si ça te va. 2 jours plus tard, une autre enveloppe est arrivée, plus épaisse celle-ci. À l'intérieur, un autre dessin, moi, Lucas et Chloé, assis à une table couverte de petits pots en argile tout tordus. Son souci du détail était incroyable, il avait même dessiné l'anse de travers de ma première poterie. En dessous, écrit au feutre rouge, un jour. Ce mot m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Il n'avait pas écrit, quand est-ce que je peux venir, ou, est-ce qu'on peut se voir? Il me laissait de l'espace. Un jour. Il me laissait choisir. Ce soir-là, je me suis assise au bord de mon lit avec le dessin sur les genoux, pensant à tout ce temps où j'avais supplié pour avoir un peu d'espace et à la vitesse à laquelle ils le remplissaient avec leurs urgences, leurs besoins et leur chaos. Et là, soudainement, cet espace m'appartenait totalement. J'ai plié le dessin délicatement et je l'ai glissé dans le même livre que le premier mot de maman. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Chloé. Est-ce que je suis en train de perdre la tête? L'automne est arrivé. Rapidement. Les feuilles devant ma fenêtre sont passées du vert à l'ambre. Presque du jour au lendemain.
Cela faisait 3 mois que Lucas avait été opéré. 2 mois que j'avais commencé le boulot chez Chloé, et environ 4 semaines. Depuis la dernière fois que j'avais eu des nouvelles de Camille. Je pensais que ce silence m'angoisserait, mais non. C'était la paix. Le travail n'avait rien d'extraordinaire, mais il était stable. J'avais ma routine maintenant, un café dans la même boutique chaque matin, un bureau près de la fenêtre et des collègues qui ne s'attendaient pas à ce que je répare leur vie. Chloé et moi faisions du covoiturage la plupart du temps. Elle ne le disait jamais, mais je voyais bien qu'elle aimait m'avoir avec elle. Et moi aussi. Un jeudi soir. Tranquille, mon téléphone a vibré. C'était maman. Elle avait acheté la maison. Le message était simple, ça y est. La vente est signée. Je déménage dans 2 semaines. Tu n'es pas obligé de m'aider, mais j'aimerais bien cuisiner pour toi. Quand je serai installé. J'ai fixé le message un long moment. Puis j'ai répondu, un dîner. C'est tout ce que j'accepte pour l'instant. Quelques jours plus tard, une autre lettre est arrivée. Celle-ci n'était pas de Lucas. Elle était de Camille. Tapée à l'ordinateur, signée. Pas de dessin, pas de pique passive-agressive cachée entre les lignes, juste une page entière de sincérité. Elle parlait de sa honte, d'avoir vu Lucas frôler la mort et d'avoir réalisé que la seule personne qui s'était manifestée n'était ni elle, ni Alex. Ni même maman, mais moi. Elle disait qu'elle m'avait détesté, non pas parce que j'étais cruel, mais parce que je restais gentille, et que cela la renvoyait à sa propre image. Elle a écrit, « Je sais que tu ne me dois rien. J'avais juste besoin de dire ça avant d'arrêter d'attendre quoi que ce soit en retour. » Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. Juste avant le déménagement de maman, j'ai reçu un autre message de Lucas, « Salut Léa. Maman dit que je peux t'inviter à un truc. On fait un dîner de famille. Un vrai. Pas de cris, pas de rôti bizarre. Maman a dit qu'elle sortirait même la belle vaisselle. Tu peux dire non, mais j'espère que tu viendras. » Les mots « un vrai » sont restés gravés en moi. Chloé a haussé un sourcil quand je lui ai raconté, « Tu leur fais confiance pour ne pas imploser. » Non. Mais je me fais confiance pour partir. S'ils le font. Alors j'y suis allé. C'était étrange dès le début. Maman a ouvert la porte et m'a vraiment serré dans ses bras. Pas un truc froid et formel, mais une étreinte un peu gauche, sincère, qui disait le j'essaie. À l'intérieur, Camille était déjà à table, aidant à mettre le couvert. De la vraie nourriture. Pas des plats à emporter ou une pizza surgelée. Un poulet rôti, de la salade, de vrais légumes. Et Lucas. Il a couru vers moi et m'a tendu une serviette pliée en triangle. « J'ai fait un marque-place pour toi. » A-t-il dit, « Il y a ton nom et tout. » Je me suis assise, m'attendant à de la tension, guettant le sarcasme, attendant que quelqu'un craque et que les vieilles habitudes reviennent, mais non. On a parlé de choses normales. J'ai interrogé Lucas sur l'école, il m'a dit qu'il aimait le dessin maintenant. Camille a mentionné qu'elle passait un entretien dans une bibliothèque locale. Juste un temps partiel, mais c'était un début. Maman a dit qu'elle essayait de rejoindre un club de marche pour les gens qui avaient oublié comment se faire des amis. À la fin du repas, Camille m'a tendu une petite boîte. Elle n'était pas emballée, juste fermée avec du ruban adhésif. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, il y avait la vieille photo de famille que j'avais toujours aimée. Celle de nous tous au bord du lac quand nous étions enfants. Je tenais Lucas. Même s'il n'était pas encore né, maman a dit que c'était le seul exemplaire original. Elle voulait que je l'aie. Il y avait autre chose dans la boîte, une clé. Pour la nouvelle maison, a dit maman, au cas où tu voudrais passer. Ou repartir. Sans engagement. C'est aussi chez toi si tu as envie que ce le
Soit. Je n'ai rien dit pendant un long moment, mais je suis resté pour le café, pour la tarte, pour un instant qui ressemblait enfin, à une famille. Et peut-être qu'après tout ce qui s'était passé, c'était ça, la véritable fin de l'histoire.